bienvenue à ce stream sur les sciences. Je fais du tutorat aujourd'hui en direct, je réponds à vos questions et donc à chaque samedi, on vient ici pour faire des sciences. Je suis un enseignant d'une école secondaire en immersion française. J'enseigne en français, j'adore les sciences, donc je mets tout ça ensemble et je suis ici pour vous. Donc, durant l'émission, si vous avez la chance de pouvoir inclure vos questions dans le chat, mon plaisir, c'est toujours de pouvoir répondre à vos questions. Alors, voyons voir, nous avons Chiffre Alphabet qui est déjà arrivé. Bonjour Chiffre Alphabet, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui sont les suivants. Nous allons regarder comment est-ce qu'une efface fonctionne. Donc, j'ai oublié d'aller en chercher une, mais ça va. Alors, on a tous des fois écrit avec un crayon et on efface. Quelle est l'idée ici? Nous allons parler d'un ballon. Comment est-ce qu'un ballon peut coller sur le mur après l'avoir frotté sur les cheveux? On va regarder, ça c'est deux questions qui se rapportent à des élèves qui m'ont demandé ça cette semaine. Quelles sont les composantes d'un circuit simple et quelle est la différence entre une pile et une batterie? Et après ça, on va parler un peu de météo. Point de vue actualité, il y a beaucoup de pluie dans l'ouest canadien. Donc, je vais parler un peu de mouvements atmosphériques aujourd'hui pour parler d'actualité. Donc, c'est fantastique. Alors, comme j'ai mentionné, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. S'il arrive que vous regardez ce live en rediffusion un peu plus tard, n'oubliez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans la section commentaires. Moi, je les regarde, je réponds et je prends les idées pour ces sessions. Alors, voyons voir notre première idée aujourd'hui. Notre premier sujet, c'est une question qui vient d'une personne qui vient souvent, c'est Evangelis, et la question qu'elle avait, et je l'avais écrit sur un post-it, c'est quelque chose qu'elle a écrit le 27 novembre, c'est, alors regardez, c'est ici, et c'est comment une efface efface-t-elle une trace écrite sur un morceau de papier. Donc, je vais expliquer ceci aujourd'hui. Alors, voyons voir. Vous savez, lorsqu'on écrit, voyons voir, comme ceci. Lorsque nous écrivons, nous avons cette idée que quelquefois tout va bien, on est sous la lumière, et quelquefois on doit effacer. Avec un marqueur sur un tableau blanc, c'est facile. Je peux faire ceci et tout va bien. Allons chercher un crayon pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'on écrit. Donc, hier, j'avais une activité et on m'a donné ce crayon. Donc, lorsqu'on a un crayon ici, on peut voir qu'il y a la mine, il y a le support, il y a une petite efface. Donc, l'idée ici, c'est que comment est-ce qu'un crayon ici fonctionne? Lorsqu'on a un crayon comme ceci, il écrit à cause de la friction. Donc, ça, c'est la première chose importante. Alors, si on regarde une surface comme ceci, et que nous avons une pointe comme cela, faisons un petit crayon. Je pense que ça serait intéressant. Donc, comme ceci. Lorsqu'on prend le crayon ici et que l'on glisse sur une feuille, donc ça c'est une feuille ici ou un papier quelconque, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette matière qui est faite de carbone et autres matériels, il y a de la friction qui se passe ici. Ça veut dire que si on regarde un peu plus loin, notre crayon ressemble à ceci. Et si on regarde encore plus loin, notre crayon ressemble à cela. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en glissant ici, nous avons de la friction et des particules ici de cette mine est laissée ici sur la feuille. Donc ça, c'est le principe d'avoir des crayons. Pour ceux qui sont des artistes, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la dureté de la mine. Donc, il y a ce qu'on appelle... alors moi, si je regarde les crayons que j'utilise, il y a une dénomination qui est H pour la dureté et B si c'est très... plus c'est mou. Ça veut dire que plus lorsqu'on fait la friction, il y a de plus en plus de matériel qui reste sur le papier. Alors moi à l'école, on utilisait HB ici, qui était comme un peu le standard entre les deux.
Mais si nous allons à 2H ou à 4H, on se retrouve avec des crayons où les dessins ou les traces sont très clairs. Par contre, si on va à 2B ou à 4B, ici, les mines sont très molles. Ça veut dire que lorsqu'on fait un tracé, ça fait des traces qui sont de plus en plus foncées en mettant la même force sur le crayon. Alors ici, si on regarde, on se retrouve avec des traces de crayon. Alors, comment est-ce que l'efface ici fonctionne? Alors, l'idée ici, c'est que nous avons eu une friction pour faire la ligne. Nous avons une friction. Donc, voyons voir l'efface ici. Là. Le focus ne se fait pas bien. Nous avons la friction pour l'effacer aussi. Donc, celui-ci, lorsqu'il va sur le papier comme cela, il va enlever des particules. Si on frotte encore plus, il y a de plus en plus de cette trace qui va quitter. Et donc, cela va finir par s'effacer. Des fois, il y a toujours un petit peu de... il y a quelquefois un petit peu de ces particules noires qui restent sur le papier et ça ne part pas. Je sais qu'on a quelques effaces et j'en ai pas une ici. Ah tiens, je peux montrer. Alors, si on prend un crayon à mine, par exemple, moi j'ai utilisé des crayons à mine comme ceci, ça fait moins de déchets. Ici, on a des effaces qui sont blanches. Ceux-ci, lorsqu'on efface, oui, il y a de la friction, mais en même temps, il y a une petite propriété collante. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça frotte pour enlever l'encre et en même temps, ça colle et ça prend quelques particules par adhésion. Donc, c'est pour ça que ceux-ci ont tendance à être beaucoup plus efficaces. Et bien sûr, si on prend notre efface, et peut-être que vous êtes déjà arrivé, on fait un travail, on écrit et on commence à effacer. Si on efface trop longtemps ou trop fortement, le papier se brise. C'est parce que la friction finit par amincir le papier et il faut à ce moment-là recommencer. Certaines personnes ont déjà eu, alors ça, ce n'est pas un exemple, mais quelquefois, nous avons des stylos que l'on peut effacer l'encre. Ceci peut être fait, alors c'est le même principe. Qu'est-ce qui arrive ici, c'est que l'encre se met sur le papier, il ne sèche pas tout de suite et donc ne colle pas aussi fortement sur le papier. Donc, on peut l'effacer assez rapidement si on le fait tôt après l'écriture. Si on attend trop longtemps, cette encre finit par sécher et on ne peut plus l'effacer. Donc, c'est intéressant. Et donc ça, c'est notre premier sujet d'aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de pouvoir répondre aux questions des personnes qui viennent voir le live. Alors, voyons voir ici quelle sera notre prochaine question. Et n'oubliez pas que si durant une explication, vous n'êtes pas trop sûr, vous voulez des clarifications, mettez vos questions de clarification dans le chat ici ou dans la section commentaires en rediffusion. Comme ça, je peux clarifier certains points un peu plus tard. Je suis content d'avoir mon tableau ici de nouveau. Ça me permet de pouvoir faire des dessins et j'aime ça. Alors, notre deuxième question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'un ballon colle sur le mur? Donc, voyons voir. Je vais faire un petit dessin pour montrer cela. Comme ceci. Oups. Et pendant que je fais mon dessin, s'il y a des personnes qui ont des questions, vous pouvez les mettre dans la section commentaires. Alors, comme ça. Et nous prenons un ballon qui sera comme ceci. Alors, la question est, comment est-ce qu'un ballon peut coller sur le mur? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est comme s'il y avait une force qui était invisible. Alors, l'idée ici, c'est, essayons de comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Alors, la première chose à considérer, c'est le fait qu'il y a ce qu'on appelle des charges. Vous allez dire des charges, mais on ne peut pas les voir. Comment savons-nous que ça existe? Alors, peut-être que vous avez déjà fait, si vous lavez le linge et vous avez une sécheuse électrique, lorsqu'on fait sécher le linge, quelquefois les vêtements collent lorsqu'on les sort. Donc, il y a une certaine force invisible là. Quelquefois, vous
C'est très sec à l'extérieur, vous peignez vos cheveux et c'est comme si les cheveux étaient tout un peu, c'est difficile de les faire descendre comme il faut. Ça vous prend des fois un peigne ou une brosse, vous mettez un petit peu d'eau et là, ça fonctionne très bien. Donc, il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas, mais qui existent. Alors, voyons voir. Alors ici, ce qu'il faut penser, il faut penser d'un transfert d'énergie. Donc, lorsqu'il y a des charges, prenons des charges positives et négatives, souvent, les personnes aiment bien identifier cette idée d'opposé. Si nous avons des aimants, par exemple, il y a le pôle sud et le pôle nord d'une aimant comme ceci. OK. Lorsqu'on parle des charges, on a des charges positives et négatives. Et en chimie et en électricité, on mentionne que les charges négatives, c'est ce qu'on appelle des électrons. Des électrons. Et cette idée d'électrons nous a amené à cette idée d'électricité statique. Électron, électricité. Très bien. Alors, le sujet emmené aujourd'hui, c'est l'électricité qui est statique. Donc, l'électricité statique, ça veut dire qu'il y a de l'électricité. Mais les électrons restent en place, restent à un endroit, à moins qu'on leur donne la chance de bouger. Donc, si on pense à l'électricité, voyons voir si j'ai un fil électrique rapidement. Donc, si je prends ma souris ici, j'ai un fil ici. Je préfère une souris comme ceci. C'est toujours plus efficace pour moi. Il y a des électrons qui se promènent dans le fil parce qu'il y a un conducteur. Alors ça veut dire qu'un conducteur permet aux électrons de bouger. Alors il y a des moments où les électrons changent de place, mais ils sont pris à un endroit statique. OK. Alors, l'autre concept important, c'est que la plupart de la matière a tendance à vouloir être neutre. Alors, on parlait de ma souris. Si je déconnecte ma souris, j'ai des électrons dans le fil conducteur ici. Ils ne vont pas à aucun endroit. Par contre, si je prends par exemple, ici, une serviette comme ceci, où on a le plastique, ce sont des matières qui ne conduisent pas les électrons. Donc, si un électron se retrouve sur un de ces appareils, ils sont là et ils attendent de trouver une opportunité de pouvoir changer d'endroit. Mais ceux-ci ne peuvent pas circuler parce que ce sont des isolants. Ils doivent pouvoir sauter d'une matière à l'autre. Et ça, c'est le truc avec le ballon qui colle sur le mur. Il y a des électrons qui partent d'un endroit et qui vont à l'autre. Voyons voir. Voyons voir. Donc ici, nous avons quelqu'un, et vous allez comprendre pourquoi je suis en science et non pas en art visuel. Donc ça, c'est la meilleure personne que je peux créer ici. Je vais mettre ici quelqu'un avec quelques cheveux frisés comme ceci. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'un être humain ici a tendance à être neutre. Toute matière peut être neutre. C'est fantastique. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on prend par exemple nos deux mains et on les frotte comme cela, il y a une certaine chaleur qui est inclue ici. Alors, s'il y a de la chaleur, ça veut dire qu'il y a une certaine énergie. Le fait de frotter crée de l'énergie et lorsqu'il y a de l'énergie, la matière peut vibrer un petit peu plus et les électrons vont dire « Ah, j'ai de l'énergie, donc je vais pouvoir sauter à un endroit ou l'autre. » Donc, si j'ai deux mains, je fais comme cela. Il y a des électrons qui disent « Ah, je peux sauter » et vont à l'autre. Et à ce moment-là, il y a quelques électrons qui changent de main à l'autre. Et à la fin, j'ai deux mains neutres. Mais qu'est-ce qui arrive si on prend un ballon? Comme ceci. Et qu'on le frotte comme ceci sur les cheveux. Alors ici, on a le même principe. On a ce qu'on appelle de la friction. Donc ici, il y a de la friction.
Et la friction fait que les électrons vont dire, OK, j'ai un petit peu d'énergie, voyons voir si je peux passer d'une matière à une autre. Et ça ici, c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde les scientifiques, ils ont regardé les propriétés de matériel qui attirent fortement les électrons et d'autres qui attirent, mais pas trop. N'oubliez pas que en chimie, lorsqu'on parle d'atomes, les noyaux sont positifs et ils attirent les électrons. Donc, les électrons sont toujours attirés par les noyaux. Mais il arrive que s'il y a plus d'énergie pour l'électron, celui-ci va sauter et un autre peut revenir plus tard. Alors, il y a des matériaux comme le caoutchouc, ici, qui aiment les électrons, mais il y a aussi les cheveux qui aiment les électrons. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le caoutchouc ici ont une capacité plus grande d'attirer les électrons. Ça veut dire que s'il y a des électrons autour, ils vont les prendre beaucoup plus. Tandis que les cheveux, s'il y a une force externe qui dit « Ah, j'aimerais tes électrons », ils vont dire « OK, je peux te donner des électrons, ça ne me dérange pas, je vais en trouver d'autres à quelque part. » Alors, lorsqu'on frotte le ballon sur les cheveux, il y a une conséquence. C'est que le ballon, le ballon était neutre au début, donc ça c'est la première chose. Mais maintenant, plus qu'on le frotte, on va se retrouver avec un ballon qui est plus négatif. Donc si je prends le ballon et je l'enlève, comme ceci, j'aurai un côté du ballon qui sera plus négatif. Donc enlevons celui-ci. Et quelquefois, ce qui est intéressant, c'est que si on a une personne qui, après avoir fait le ballon, on a des petits cheveux qui... C'est comme s'ils voulaient se distancer et ils sont tout droits sur la tête. Ça, c'est parce que lorsqu'on a frotté le ballon, les électrons ont sauté des cheveux sur le ballon. Mais maintenant, on se retrouve avec des cheveux qui sont un petit peu plus positifs. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que puisque les cheveux positifs ne veulent pas être près de l'autre, ils essaient de s'éloigner, mais ils sont attirés par la tête. Et sûrement, quelquefois, vous avez remarqué, des fois, le matin ou l'hiver, il s'est sec à l'extérieur. On a ces cheveux qui ont tendance à vouloir être un peu partout. C'est qu'ils ont une certaine charge parce que les électrons sont partis. Donc, ici, les joies de l'électricité statique. Très bien. Alors ici, nous avons notre ballon ici. Comment est-ce que celui-ci colle sur le mur? Ah, sûrement que vous avez déjà quelques idées. Un mur est neutre. Ça veut dire que je vais faire des charges comme ceci. Donc, on a un mur qui est neutre. Si je prends le ballon, je vais le tourner et le mettre ici. J'ai un ballon qui est comme ceci, qui est un peu plus neutre. Et lorsque je l'approche du mur, certaines choses vont arriver. N'oubliez pas que la matière, ce sont des particules très, très, très petites. Nous avons des électrons sur le caoutchouc du ballon qui, eux, ne peuvent pas aller nulle part. Ils attendent, mais ils aimeraient s'éloigner l'un de l'autre le plus possible. Et puisque c'est un isolant, les électrons sont pris. Donc, lorsqu'on approche le ballon ici, on a ce qui arrive, on a des électrons dans le mur, et cet électron va dire « Oh, c'est intéressant, mais il y a des électrons qui arrivent, donc moi, je vais aller un petit peu plus loin. » Alors, celui-ci va aller un petit peu plus loin, celui-ci va aller un petit peu plus loin. Mais la conséquence, c'est que si on regarde ici, j'ai un plus ici, un plus ici et un plus ici. Donc, conséquence, comme ceci, la conséquence, c'est qu'on a ici un mur qui, à cet endroit, une fine couche, on a une charge qui est plus positive et on a un ballon négatif qui est ici. Alors, que pensez-vous qu'il va arriver? Le ballon, à ce moment-là, est attiré. Comme ceci.
Et si vous laissez le ballon va rester collé sur le mur. Donc ça, c'est intéressant. Alors, si vous prenez le ballon et vous le frottez sur un morceau de métal, le métal est très conducteur, le ballon ne viendra pas négatif. Donc, c'est important que le ballon soit frotté sur un autre isolant qui lui permet de pouvoir donner amplement d'électrons. OK. Nous savons aussi que le ballon ne reste pas sur le mur collé pendant une éternité. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est qu'ici, il y a beaucoup d'électrons qui ne veulent pas être près l'un de l'autre. On a des charges qui sont ici plus positives sur le mur. Alors, cet électron ici et celui-ci vont dire, OK, moi j'ai la chance de sauter et ils vont aller dans le mur ici. Alors, puisque le mur devient de plus en plus neutre, comme ceci, et que le ballon ici perd de ses électrons, devient de plus en plus neutre, après quelques minutes, celui-ci va finir par descendre, parce que n'oubliez pas qu'il y a la gravité qui, elle, n'a pas changé. Donc, ici, c'est un exemple, lorsque les scientifiques, si on recule quelques centaines d'années, ils remarquaient des choses. Ils savaient qu'il y avait des choses, quelque chose de la matière qui était invisible, mais qu'on pouvait quantifier. Ça, ce sont des exemples. Les expériences sur l'électricité statique ont commencé et éventuellement, les personnes ont dit, est-ce que c'est possible de contrôler un peu plus ces électrons? Éventuellement, on a eu les fils électriques pour faire tout ce que l'on fait maintenant. Et donc ça ici, c'est comment est-ce qu'un ballon peut coller sur le mur. Donc, notre deuxième question déjà aujourd'hui. Ça va très bien. Au chiffre alphabet, une question pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un isotope d'un atome? Oh, ça c'est une excellente question. Ça c'est une excellente question. Alors voyons voir. Alors prenons par exemple, on va prendre un atome qui est très simple et on va discuter de certains exemples. Excellente question, chiffre alphabet aujourd'hui. Donc la question maintenant est les isotopes. Alors ici, il faut commencer par considérer que, alors regardons un peu dans l'histoire, nous savons que, comme ceci, nous savons en chimie qu'il y a ce qu'on appelle des noyaux. Les noyaux, c'est là qu'on se retrouve avec la majorité de la masse d'un atome. Nous savons aussi qu'autour, il y a des électrons qui circulent comme ceci. Ça faisait partie des recherches qui ont été faites dans la fin du 19e siècle et le 20e siècle. Donc ça va. Maintenant, si on prend par exemple l'hydrogène, alors l'hydrogène comme ceci, comme cela, il a une masse atomique qui est égale à 1. Ça veut dire qu'il y a un proton. Donc, dans le centre, il y a un proton. Et aussi, il y a le numéro atomique. J'aurais dû le dire en premier. C'est le numéro atomique qui dit le nombre de protons. Je m'excuse, petite erreur ici. La masse atomique, on fait masse atomique ici. Masse atomique moins le numéro atomique, on obtient 1. Donc, on a un proton ici. Et autour, nous avons un électron. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Mais on a aussi remarqué que quelquefois, il y a des atomes d'hydrogène. Donc si on prend un atome d'hydrogène comme ceci, qui a ici un proton, un autre ici, on se retrouve avec des atomes. Nous savons que c'est l'hydrogène parce qu'il y a ici un proton, et il y a un électron, donc cet atome fonctionne très bien. Maintenant, les scientifiques ont remarqué, donc ça c'est dans la recherche, ils n'ont pas découvert ça avec l'hydrogène, mais ils l'ont découvert avec certains métaux,
ils ont remarqué qu'il y a certains atomes, donc par exemple ici, certains atomes, par exemple d'hydrogène, peuvent avoir une masse atomique de 2. Ça veut dire que de temps en temps, il y a des atomes qui ont toujours un proton, donc c'est toujours l'hydrogène, mais ils ont une masse qui est différente. La masse d'un atome d'hydrogène, ici, elle est 2 fois plus grande qu'un atome ordinaire. Donc ça veut dire que, OK, ça veut dire qu'on a le même type d'éléments, on a la même matière, parce que l'identité d'un atome, c'est avec le nombre de protons. Non, c'est le nombre de protons, voilà. Mais que si la masse change, ça veut dire que les propriétés physiques de la matière peuvent changer. Alors, il y a quelques semaines, nous avons parlé de la masse volumique ou la densité. Ça veut dire que la masse volumique de l'hydrogène, donc pour le même volume, ici, on a 2 fois la masse. Donc, ça change les propriétés. Je vais donner quelques exemples. La raison pourquoi que ici, l'hydrogène qui a une masse atomique de 2 peut être intéressant, c'est que si nous avons des molécules d'eau, donc H2O comme ceci, mais que nous avons ici 2 atomes d'hydrogène, mais ces atomes d'hydrogène ont une masse volumique plus grande, on se retrouve ici avec une masse plus importante. Et donc, si nous avons ici des hydrogènes avec des neutrons avec le noyau, on appelle ça de l'eau qui est lourde comme ceci. C'est encore de l'eau, mais elle est plus pesante. Donc au Canada, nous avons des centrales nucléaires que nous appelons les CANDU, les réacteurs CANDU. Les réacteurs CANDU, qu'est-ce que c'est? On utilise l'énergie nucléaire pour faire chauffer de l'eau et on prend la vapeur d'eau pour faire l'eau chaude et la vapeur d'eau pour faire tourner les turbines. Mais ces systèmes utilisent ce qu'on appelle de l'eau lourde. Nous avons encore de l'eau, mais la raison pourquoi c'est intéressant, c'est que puisque la masse volumique est plus grande, ça prend une plus grande énergie pour faire évaporer l'eau. Ça veut dire qu'on peut prendre plus d'énergie de cette fission nucléaire pour faire de l'énergie électrique. Donc, ceci peut aider. Pourquoi je dis ces exemples? C'est que ici, on a un atome d'hydrogène. Là, nous avons un atome d'hydrogène, mais les deux ici, ce sont 2 isotopes différents. Alors, 2 isotopes, ce sont 2 atomes qui ont le même nombre de protons, mais qui ont des nombres de neutrons différents. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à considérer. Un autre exemple pourrait être, lorsqu'on fait des centrales nucléaires, par exemple, on utilise l'uranium. Bon, il y a l'uranium 235 et l'uranium 238. Ça veut dire que, voyons voir, j'ai besoin d'une petite recherche parce que j'oublie toujours lequel est radioactif. Intéressant, hein? J'ai fait cette recherche au moins 28 fois et je l'oublie toujours ici. Voyons voir. Let's see. Alors, OK, voilà. Donc, parlons des isotopes d'uranium maintenant. Très bien. Alors, l'uranium est un atome numéro atomique de 92. Donc ici, j'ai 2 atomes d'uranium, le même nombre de protons. Donc ici, dans mon noyau, 92 protons, 92 protons. Maintenant, la masse atomique est différente. Ici, la masse atomique est 235 et ici, c'est 238. Alors ici, on doit faire 235 moins 92, comme ceci. 22, 15, oups, alors j'ai 3, excusez, et j'ai
23 moins 9, ça fait 14. 143 neutrons. Mon cerveau ce matin, c'est pas drôle. Nous avons ici 238 moins 92, ça fait 146. 146 neutrons. Donc, nous savons ici, et nous avons des électrons autour. Nous savons que ce sont deux atomes d'uranium parce qu'ils ont le même nombre de protons. Nous avons par exemple que celui-ci a une masse moins grande avec 143 neutrons. Ici, il y en a 146. Et les neutrons, ce sont des particules qui n'ont pas de charge. Et pour simplifier la chose, c'est comme si c'était, on pourrait dire, de la colle, ce qui fait que le noyau reste entier et stable. N'oubliez pas que si nous avons des particules positives, ces particules se repoussent parce qu'ils ont tous la même charge. Donc, on a besoin de cette idée de neutron ou de colle. C'est une simplification, mais ça aide à comprendre. Ça ici, nous avons deux isotopes. Isotopes, comme ceci. Alors ici, si on regarde un peu l'idée, nous avons... Alors, l'uranium-235, c'est moins de 1% de tous les atomes d'uranium disponibles. Mais ce moins de 1% est intéressant parce que cet atome d'uranium ici est instable. Ça veut dire qu'en étant instable, c'est comme s'il n'y avait pas assez de neutrons pour garder l'atome ensemble. Il peut se séparer en deux comme cela pour créer d'autres matières, mais en même temps créer de l'énergie qu'on utilise dans les réacteurs nucléaires. Et l'autre ici, qui est un atome d'uranium qu'on appelle 238, il est stable et il reste comme celui-ci. Il y a assez de neutrons pour le conserver sans difficulté. Alors, idée intéressante, un isotope, c'est de la matière qui est identique parce qu'ils ont le même nombre de protons et il y a un nombre différent de neutrons. Et ça, c'est intéressant parce que ces idées d'isotopes sont importantes et je vais donner un autre exemple intéressant. Voyons voir. Nous avons parlé il y a quelque temps de l'hydrogène et de l'oxygène qui forment des molécules d'eau. Nous avons parlé d'isotopes d'hydrogène, mais il y a aussi des isotopes d'oxygène. Les isotopes d'oxygène ici, 16, et des isotopes d'oxygène, 18. Ici, il y a 8 neutrons, tandis que ici, il y a 10 neutrons. Maintenant, ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle de changement climatique, on peut utiliser ces petits changements ici de l'oxygène, de sa masse dans l'eau, pour nous donner des informations. Alors, peut-être que ici, dans le groupe, vous avez entendu que lorsqu'on va au pôle Nord ou au pôle Sud, alors en Antarctique, il y a ces recherches où on prend des carottes de glace et on peut nous dire, il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans ou 100 000 ans, on a une idée de la température qu'il y avait sur la planète. Comment est-ce qu'on peut savoir quelle était la température sur la planète il y a 100 000 ans? Et ce qui est intéressant, c'est que si nous avons des molécules d'eau, et ces molécules d'eau ont des atomes d'oxygène ordinaires, avec 16 comme masse atomique, on a une certaine évaporation. Par contre, si nous avons une température plus grande, des atomes, des molécules d'eau avec des atomes d'oxygène plus pesants peuvent alors être évaporés. Alors, ce que les scientifiques font, c'est qu'ils regardent la glace, ils regardent les propriétés de cette glace et la composition. S'il y a dans la glace de l'eau qui a beaucoup plus d'oxygène 18, à ce moment-là, il y avait une température qui était plus grande parce qu'il y avait plus d'évaporation avec une température plus chaude. Si on a de la glace avec de l'eau qui contient de l'oxygène 16, on a à ce moment-là d'une température qui est plus basse. Et ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des graphiques où
nous comparons le rapport entre les deux. Donc, c'est peut-être un peu avancé pour certains, mais c'est intéressant parce que ce rapport peut nous dire des informations sur les températures atmosphériques de ce temps, que ce soit il y a 1000 ans, qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 100 000 ans. Donc, les isotopes sont fantastiques et nous aident vraiment beaucoup. Donc, c'est une excellente question, chiffre alphabet. J'apprécie toujours les questions intéressantes que tu emmènes à notre stream à chaque samedi. Donc, voyons voir. C'est fantastique. Nous allons prendre un instant et on va regarder notre prochaine question. Il est 10h35, donc on a encore un petit peu de temps pour quelques questions supplémentaires. C'est fantastique. Bien sûr, je considère que vous êtes des scientifiques ou des scientifiques juniors et on essaie d'apprendre des choses. C'est pour ça que lorsque j'explique, je mets toujours beaucoup plus d'informations sur ce que l'on fait. Alors, voyons voir, le prochain sujet, c'est un circuit simple. Ça, c'est la base des circuits électriques. Donc, une source comme ceci. Alors, 1, 2. Voilà. Donnez-moi un instant, je vais aller chercher un exemple d'un circuit simple. Alors voilà, une petite lampe de poche. Ça, c'est un exemple ultime de qu'est-ce que c'est un circuit simple. Voyons voir. Dans un circuit simple, nous avons une source, comme ceci. Nous avons des conducteurs. Ceux-ci ont de tendance à être des métaux. Donc, vous vous rappelez, tantôt avec le ballon, on a parlé d'isolant. Donc, les électrons ne peuvent pas se promener rapidement ou facilement. Dans les conducteurs, on utilise les propriétés des métaux pour transporter les électrons. Nous avons un interrupteur, comme ceci, et nous avons ici une charge. Alors ici, il y a une transformation de l'énergie des électrons. Donc ici, il y a de l'énergie chimique dans une pile. Donc vous avez sûrement déjà vu des piles comme ceci. Donc ça, c'est une pile. En voici une plus petite. C'est très bien. Alors on a ici de l'énergie potentielle chimique. Lorsque les électrons passent ici, ils prennent une certaine quantité d'énergie qu'ils vont aller transformer ici d'une autre façon. Alors, quel type de charge est-ce qu'il y a? Moi, j'aime bien utiliser le téléphone comme étant un appareil ultime qui nous montre différentes façons que l'énergie change. Derrière, nous avons une batterie ici. C'est une batterie. Et cette batterie ici contient de l'énergie potentielle. Donc, les électrons viennent chercher de l'énergie, reviennent ici. Et qu'est-ce que notre téléphone peut faire? Il y a de la lumière ici. La lumière est un type de transformation d'énergie. Il y a le son. Si on entend quelqu'un, le son est une transformation de l'énergie. Notre téléphone peut vibrer. Ça, c'est une autre transformation d'énergie. Notre téléphone, quelquefois, peut chauffer. Donc, c'est comme s'il était un peu plus chaud. La chaleur est une transformation aussi de l'énergie. Donc, lorsqu'on a une source, on a de l'énergie qu'on peut utiliser, mais on a besoin d'une charge pour pouvoir transformer cette énergie. Alors, si on prend cette pile, on regarde, j'ai ici des
des petites LED ici. Non, des ampoules d'ailes. En français, c'est d'ailes. Je me mets toujours des fois avec le français et l'anglais. On a ici des petites ampoules d'ailes. On a ici un interrupteur. Un interrupteur permet de pouvoir ouvrir ou fermer notre circuit, comme cela. Et si on regarde à l'intérieur, voyons voir, si on regarde à l'intérieur, nous devrions pouvoir voir qu'il y a ici des petites piles qui est la source d'énergie pour ce circuit qui est simple. Les circuits simples, il y en a partout. Si on prend l'aspirateur à la maison, il y a un interrupteur qui fait fonctionner le moteur de l'aspirateur et l'électricité la fait fonctionner. Si nous prenons la cuisinière à la maison, si c'est une cuisinière électrique, c'est un exemple. On a de l'électricité qui est transformée en chaleur. Si nous avons un séchoir à cheveux, on a l'électricité, on a un interrupteur pour allumer ou éteindre le séchoir. Nous avons un moteur électrique qui fait un mouvement et il y a aussi des éléments qui créent la chaleur. Ce sont tous des circuits qu'on appelle simples. Donc ça, c'est intéressant. La raison pourquoi je veux en mentionner, c'est que les circuits simples, c'est fantastique, mais cela ne résout pas tous les problèmes que l'on veut avoir autour de nous. Et donc, c'est pour ça que la question suite à ce circuit simple, c'était comment est-ce qu'on peut avoir des piles et des batteries? Alors, en anglais, on a ce qu'on appelle batteries. Ils utilisent un mot seulement. En français, il y a deux mots différents. Alors, voyons voir. Ça, c'est une pile. Ça, c'est une pile. Voyons voir. On a ici deux petites piles. Je veux qu'on puisse les voir. Voilà. Et ça, c'est aussi une pile. On peut voir que les diamètres sont différents. Et la raison pour cela, c'est que si on regarde, ça, c'est une pile. Si on regarde les dénominations 2A, pile qui est... Alors, ça, c'est 3A, excusez, 2A et les piles D. Les diamètres sont différents. Pensons. Vous savez, lorsque nous allons à un petit café, nous voulons les manger, on rentre, on a le service, on fait un café à la fois. Par contre, on peut aller dans un restaurant de famille ou familial un peu plus grand et on peut à ce moment-là avoir 15 ou 20 tables et on peut servir plusieurs personnes en même temps. Ou on pourrait par exemple prendre dans un centre commercial où nous avons un endroit où il y a les restaurants, les cafés et autres, où on peut donner la nourriture et le café à des centaines de personnes presque à chaque minute ou 5 minutes. Alors, lorsqu'on a des piles comme ceci, voyez cela comme étant une cafétéria où est-ce qu'on donne de l'énergie. Pile 3A, fantastique, on a 1,5 volts, 2A, 1,5 volts et D, 1,5 volts. Par contre, il y a beaucoup plus d'énergie qui peut être donnée dans le circuit lorsque notre pile est plus grosse comme ceci. Donc, ça, c'est la différence. Ça, ce sont ce qu'on appelle des piles. OK. Si on regarde celle-ci, nous avons ici une source de 9 volts. Mais chose intéressante, ça, ce n'est pas une pile. C'est ce qu'on appelle une batterie. Alors, pourquoi est-ce que ceci est une batterie alors que celui-ci, c'est une pile? Celle-ci est une pile. Oh, des petits pronoms ici. Alors, voyons voir. Donc, lorsqu'on a ici, on a besoin d'encre. On a 1,5 volts comme cela. Ce qui est intéressant, c'est que ici, ici.
Si nous avons 1,5 volts, ça c'est le côté qui est positif, ça c'est le côté négatif. Donc comment est-ce que les électrons bougent? Ici c'est négatif parce qu'il y a une grande concentration d'électrons et à l'intérieur de la pile, les électrons sont éloignés de ce bout-ci. Donc on a ici un côté qui est positif. Ça veut dire que si on met une pile dans un circuit, les électrons vont aller comme ceci. Pourquoi? On a beaucoup d'électrons ici, et si on connecte notre circuit, les électrons sont attirés par la charge positive ici. Excellent. Nous avons une ampoule qui allume. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si moi je décide de mettre une deuxième pile comme ceci, 1,5 volts? Alors ici, ce qui arrive, c'est que nous avons cette pile qui donne des électrons qui va allumer cette ampoule. Les électrons ont donné de leur énergie, vont retourner ici pour avoir de l'énergie. Mais chose intéressante, si on met une deuxième pile comme cela, les électrons peuvent venir soit ici ou soit là. Et donc, on va se retrouver, on a une ampoule qui reste illuminée de la même façon, sauf que on peut utiliser cette ampoule 2 fois plus longtemps parce que on peut donner de l'énergie ici à moins d'électrons à la fois parce que il y a seulement une ampoule. Donc ici, on a ce qu'on appelle des piles connectées en parallèle. Tous les électrons vont avoir 1,5 volts ici ou 1,5 volts. Et il y a 1,5 volts donnés ici à notre ampoule. Donc, tout va bien. En les mettant comme ceci, on peut faire durer l'ampoule 2 fois plus longtemps. Si nous utilisons des piles secondaires, donc des piles rechargeables, les mettre en série comme ceci nous permet de charger les piles à part et lorsqu'on les met ici, notre système peut durer 2 fois plus longtemps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les connecter en série. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on les met bout à bout? Ça, c'est intéressant. Donc ici, je vais mettre mon ampoule toujours comme cela. Et donc, moi, je vais mettre une pile comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Ah, pourquoi pas? OK. Voici une autre série, un autre circuit simple. Mais maintenant, ici, j'ai mis les piles en série. Donc ici, c'est 1,5 volts. Pourquoi 1,5 volts? C'est parce que c'est très facile de faire une pile de 1,5 volts. On connaît depuis longtemps quelle est la composition chimique, comment les faire, ça ne coûte pas cher. Donc, c'est ça qu'on utilise. Maintenant, nous savons que ça, c'est le côté négatif, ça, c'est le côté positif. Les électrons vont venir ici, vont venir là, et vont revenir ici. Mais chose intéressante, c'est que si nous avons un électron qui passe ici, cet électron va ramasser 1,5 volts d'énergie donnée par la pile. Maintenant, lorsqu'il arrive dans la deuxième pile, il y a un autre 1,5 volts. Donc ici, notre électron a 1,5 volts. Celui-ci peut accumuler maintenant jusqu'à 3 volts. Et lorsqu'on passe dans le suivant, nous avons 4,5 volts. Et lorsqu'on passe à la quatrième, ici, on a maintenant 6 volts. Ça veut dire que les électrons qui passent ici peuvent avoir jusqu'à 6 volts d'énergie. Et lorsqu'ils vont passer ici, notre ampoule sera beaucoup plus brillante. Pourquoi est-ce qu'elle sera plus brillante? C'est que chacun des électrons qui se promènent ici dans notre circuit a pas seulement 1,5 volts, mais a 4 fois plus d'énergie, 6 volts. Et donc, notre ampoule ici sera 4 fois plus lumineuse à cause de cela. Maintenant, chose intéressante, lorsqu'on a des piles qui sont
en série comme ceci, nous avons ce qu'on appelle une batterie. Donc, les batteries, c'est lorsqu'il y a plusieurs cellules qui permettent de pouvoir donner l'énergie. Donc, si on prend les voitures électriques, par exemple, avec les batteries, une batterie de voiture électrique sont très, très grandes, on a besoin d'avoir plusieurs de ces cellules pour avoir une énergie constante et assez forte pour pouvoir les faire fonctionner. Dans les voitures électriques, on a des batteries. Lorsqu'on regarde une voiture à essence, par exemple, avec combustible fossile, nous avons ce qu'on appelle des batteries aussi, parce qu'on a 12 volts. Nous savons que 1,5 volts est facile, mais on a 12 volts. Donc, on a ici plus élevé. On a un processus différent, bien sûr. Cela nous donne comment est-ce que nous avons des batteries de 9 volts ici. Pensons. Si nous avons ici 1,5 volts obtenu facilement dans une pile et que nous avons 3 volts avec 2, on a 6 volts avec 4. À ce moment-là, on a combien pour avoir 9 volts? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Combien de petites piles 1,5 volts avons-nous dans une batterie de 9 volts? Donc, vous pouvez le mettre ici dans le chat si vous voulez, comme ça, juste pour partager. Alors, voyons voir. Si moi, je prends les petites piles de 3A et on regarde, tiens, hauteur similaire, donc voyons voir hauteur similaire. Et si je regarde ici, on se retrouve avec un triangle. Ça veut dire que dans une batterie de 9 volts, il y a 6 petites piles qui ressemblent à ceux-ci. Et il y a 6 petites piles. Pourquoi? Voyons voir. Nous avons... donc, si moi, j'enlève ceci et j'enlève cela. Si j'ajoute une autre pile ici et que j'en ajoute une autre ici, nous avons 1,5 plus 1,5, ça fait 3. Plus 2, ça fait 6 volts. Et maintenant, si nous en avons 6, ça fait 9 volts. On se retrouve ici avec 9 volts d'énergie. Donc, on se retrouve avec plus d'énergie sur chacun des électrons dans le circuit. Donc, ça ici, ça nous donne une idée sur comment est-ce qu'on peut, à partir d'un circuit simple, comprendre quelle est la différence entre la pile et une batterie. Une pile, c'est une cellule simple qui donne de l'énergie. Une batterie, c'est un regroupement de piles qui, ensemble, permettent de pouvoir avoir plus d'énergie. Et donc, c'est ça la différence entre une pile et une batterie. Excellent point ici. Alors, donnez-moi un instant, je vais prendre une petite gorgée de café matinal. Donc, il nous reste un peu... Alors, si vous avez une question supplémentaire, vous pouvez la mettre ici dans la section clavardage. Je vais répondre à votre dernière question. Sinon, on va parler un peu d'actualité atmosphérique dans un instant pour terminer ce stream. Voyons voir. Donc, comme ceci. OK, ça va. Alors, voyons voir si on peut répondre à la dernière question qui se rapporte, une question de météo aujourd'hui, parce qu'en Colombie-Britannique, dans la province de l'Ouest, la plus à l'ouest du Canada,
Nous avons eu des pluies diluviennes depuis une semaine. Et vous savez quoi? Cette semaine, ils annoncent encore d'autres pluies diluviennes. À vrai dire, le gouvernement du Canada a nommé un code rouge atmosphérique pour cette région. Je pense que c'est la première fois que le Canada donne un code comme cela. Même si nous avons des hivers, il y a des tornades de temps en temps, un code rouge veut dire c'est un problème imminent. Donc, voyons voir ce qui se passe en Colombie-Britannique. On va parler d'atmosphère, qu'est-ce qui se passe pour avoir ce qu'on appelle des grandes pluies diluviennes localisées à un endroit spécifique. Voyons voir. Nous savons que la Terre, comme ceci, est une sphère qui tourne de cette façon. C'est pour ça que si nous sommes en France ici, et nous sommes au Canada là, je suis maintenant, il est 10h53 ici, mais puisque la Terre tourne et en fonction du Soleil, en France, il fait probablement, c'est probablement, je ne sais pas, 16h ou 17h là-bas. Donc, il est plus tard dans la journée. Donc ça, c'est la première chose intéressante. L'autre chose intéressante, c'est que puisque on a de l'équateur et que nous avons ici le Soleil, ici, il faut considérer lorsqu'on parle de mouvement atmosphérique, c'est qu'à l'équateur où il fait très très chaud, nous avons vu que l'air chaud a une densité plus petite, une masse volumique moins grande. Donc, l'air a tendance à monter vers le haut, donc quitter le sol. Par contre, si nous allons dans le nord et il fait très froid, nous avons de l'air qui a tendance à vouloir revenir vers le sol. Donc ça, c'est la première chose à considérer pour comprendre les grands mouvements qui ont lieu sur la planète. Maintenant, chose intéressante, s'il fait, je ne sais pas, 40 degrés à l'équateur et que l'air monte vers l'espace, on ne peut pas avoir l'air qui monte comme ceci pour aller jusqu'au pôle Nord avant de redescendre. Et la raison, c'est qu'ici, l'air est peut-être à 3 degrés en moyenne durant l'année, très très froid, tandis que ici, l'air froid, près de l'espace, reprend de la masse volumique et veut redescendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a ici de l'air qui monte, comme cela, ne peut pas aller à l'infini parce qu'il y a l'espace, et éventuellement, l'air va redescendre comme ceci. Maintenant, chose intéressante, si nous montons vers le nord, on se retrouve avec, alors ça ici, l'air est plus froid, mais c'est peut-être, alors disons que ça c'est 40 degrés, ici ça peut être 15 degrés, non, on est aux États-Unis, c'est peut-être 30 degrés, plus froid, mais ça fait une différence. Maintenant, nous avons de l'air qui suit la surface ici, mais lorsqu'on monte vers le nord ici, il fait de plus en plus froid. Donc, chose intéressante, c'est qu'il y a une autre, alors ici on descend, il y a une cellule qui monte comme ceci. Et la raison est que lorsqu'on a de l'air froid qui descend du pôle Nord, disons une moyenne de 3 ou 5 degrés, lorsqu'on descend vers le sud, l'air va remonter. Vous allez dire, pourquoi est-ce que je fais ceci? C'est qu'il y a des grandes cellules atmosphériques qui ont lieu ici en Amérique, dans l'hémisphère nord, de la même façon qu'il y a ici des grandes zones ici, dans l'hémisphère sud. Ça veut dire qu'il y a ça, ce sont les grands mouvements. Et ça, c'est des milliers de kilomètres comme cellules de convection. Maintenant, autre chose à considérer qui est important, c'est que si nous avions une Terre qui était un rectangle, nous pourrions avoir de l'air qui se promène comme ceci, sans problème. Par contre, puisque c'est une sphère, regardons l'air qui monte ici, c'est comme si on doit se rapprocher ici, comme cela. Donc ici, on a une grande circonférence qui devient de plus en plus petite lorsqu'on va vers le nord ou lorsqu'on va vers le sud. Et ça crée une difficulté aussi. Donc si on se demande pourquoi la météo est tellement difficile à comprendre et à modéliser, on peut voir un peu ce qui se passe ici.
Et à chaque fois qu'il y a de l'eau, un océan, un lac, des montagnes, plus de soleil, moins de soleil, tout ceci finit par changer. En plus de ceci, il y a une autre chose intéressante. Donc, si nous prenons le globe terrestre comme cela, nous avons une planète qui tourne comme ceci et fait une rotation complète à chaque 24 heures. Donc, ça, c'est quelque chose. Donc, la planète, elle est solide. Ça veut dire qu'elle tourne. L'eau et les océans suivent le fait que la planète tourne. Maintenant, l'eau, des fois, crée quelques difficultés. On sait, pensons aux échanges de gravité avec la Lune et on a les grandes marées, les petites marées. Donc, il y a des choses qui se passent. Mais en plus, lorsqu'on parle d'atmosphère, donc l'atmosphère à l'extérieur, nous avons une planète solide qui tourne et nous avons un gaz à la surface qui, lui, ne tourne pas à la même vitesse que la planète ici. Et la raison, c'est que si on prend par exemple, si vous prenez votre bras comme ceci et vous soufflez, l'air à une certaine vitesse sur votre peau, par contre, va beaucoup plus rapidement plus on s'éloigne de la peau. Donc ici, il y a plus de friction et là, il y a moins de friction. Sur la planète, c'est la même chose. OK. Donc, il y a plein de choses qui se passent, c'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés en Colombie-Britannique maintenant? Je vais vous expliquer. Donc, comme ceci. Vous voir ça ici, c'est Colombie-Britannique, comme cela. Okay. On a en Colombie-Britannique qui est juste ici. On a l'équateur qui est ici. Donc, j'ai écouté une vidéo, il était tard hier avant de me coucher, et je me suis dit que ce serait intéressant de vous le montrer. Je veux retourner aujourd'hui pour essayer de comprendre un peu plus, mais c'est intéressant de voir. Oh, tiens. Pour que ça soit encore plus facile à voir, tiens, je vais le mettre comme ceci. Alors, ça ici, c'est le Mexique, comme ceci. Voilà. Je pense que c'est excitant comme ceci. Alors, bien sûr, mon équateur n'est pas à la bonne place. Allez, monsieur. Allez, Alain. Qu'est-ce que l'on fait? Donc, on a ici, ça c'est l'équateur. Nous avons, ça ressemble au Mexique comme ceci, probablement comme cela. Et nous avons ici, comme cela. OK, je pense que c'est beaucoup mieux comme cela. Donc, ici, nous sommes à Vancouver, juste ici. Nous avons l'équateur, comme cela. Chose intéressante, la planète va de ce côté-ci, et puisque les gaz ou les gaz atmosphériques sont au-dessus de la planète, c'est comme si il y avait, le vent avait tendance à aller de ce côté-ci. Parce que n'oubliez pas, si moi j'ai ici une planète qui tourne, et ça c'est l'atmosphère, si je tourne comme ceci, c'est comme si l'atmosphère ne bougeait pas et en dessous la Terre bouge, on a des changements. Alors on a ça ici. On a aussi remarqué que on a de l'air qui monte comme ceci lorsqu'elle est plus chaude. Mais ça ici, c'est le Pacifique. On a le Pacifique ici. Donc on a de la chaleur, nous avons de l'eau du Pacifique. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a une grande évaporation qui se passe beaucoup plus que si nous sommes sur les terres. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons une grande évaporation d'eau, mais en plus de cela, nous avons des grands mouvements qui montent vers le nord. OK. Ça ici, c'est intéressant. Mais puisque le vent monte ici, donc les vents montent de différentes façons, et lorsque j'ai regardé les nouvelles hier, c'est comme s'il y avait une grande évaporation ici. Dans le ciel, nous avons une grande... Alors ici, il y a plus d'eau ici, mais puisque les vents ont tendance à aller de ce côté-ci,
on se retrouve avec une grande quantité d'humidité qui ne va pas ici, mais qui suit les courants atmosphériques. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils vont arriver directement ici sur la côte ouest canadienne. Alors, ici, on a les vents comme ceci, des vents comme cela. Donc, ils ont appelé ça une rivière atmosphérique. Et je n'avais jamais entendu parler de cette idée de rivière atmosphérique. Pourquoi rivière? C'est qu'on a ici de l'eau évaporée qui suit un courant ici. Et on peut même suivre où sera ce courant de grande humidité. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'aussitôt qu'on arrive près des côtes, l'eau refroidit. Le fait qu'ici, on est sur les terres, il y a moins et on est à la fin de l'été. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les océans ont une certaine température, mais si on monte vers le nord, c'est plus froid. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que toute l'eau qui est ici va précipiter juste là. Pourquoi on est en montagne? Ça va monter en altitude et l'eau va dire, OK, je ne peux plus rester à l'intérieur de l'atmosphère. Vous vous rappelez, on a parlé de la rosée la semaine passée. L'eau ne peut plus rester dans l'atmosphère, donc elle va se laisser tomber. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des pluies diluviennes à cet endroit spécifique. C'est comme un regroupement de situations qui habituellement fonctionnent séparément. Et c'est comme si maintenant tout va à la même place. Et ça, c'est l'expression que j'ai apprise cette semaine. On appelait ça une rivière atmosphérique. Une rivière, rivière atmosphérique. Imaginez, on apprend des nouveaux mots à chaque jour et à chaque semaine. Alors sur ce, je pense qu'il doit approcher 11 heures. Il est 11h07. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir avoir parlé avec vous, montrer des choses, répondre à la question de chiffre alphabet qui était qu'est-ce que l'isotope d'un atome? N'oubliez pas, nous finissons le stream maintenant. Ça veut dire que si vous revoyez en rediffusion, si vous avez eu des commentaires, j'ai aucun doute que vous les avez déjà mis dans la section commentaires ici parce que j'utilise ces idées pour les prochaines vidéos ainsi que les prochains streams. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Chiffre alphabet, excusez, je te souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup pour ta question. C'est fantastique. Et on se voit samedi prochain à 10h, à l'heure de l'Est ici, dans l'heure de Toronto. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous voulez apprendre plus de choses sur les sciences, je vais mettre un lien ici, sur ce côté-ci ou sur ce côté-là, sur un autre stream ou une autre vidéo d'intérêt qui peut être intéressant parce qu'en science, il y a toujours des choses à apprendre. Alors sur ce, passez une excellente journée et je vous vois aux prochaines vidéos. Au revoir.